Bonsoir, merci de nous rejoindre sur Télé Sud. Soyez les bienvenus. Vendredi 1 avril, à la une de cette édition, la tension entre le Soudan et le Soudan du Sud ne fait qu'augmenter depuis l'occupation des Gliques, zone pétrolière revendiquée par les deux États de la part des troupes sud-soudanaises et les incursions aériennes de l'aviation de Khartoum sur un certain nombre de localités du Soudan du Sud. Mais aujourd'hui, retournement de situation. À la suite des pressions internationales, le Soudan du Sud a opéré un retrait de ses forces armées dans la région des Gliques. Et dans cette édition, nous reviendrons sur le drame de Mpila. L'explosion d'un dépôt d'armement et munitions à Brazzaville, la capitale du Congo, avait causé la mort de 284 personnes, selon le bilan officiel donné par le gouvernement. Une enquête diligentée par le gouvernement congolais au lendemain de cet accident n'a pas encore donné des résultats. Ils sont pourtant très attendus par la population. Et à ce propos, à Paris, demain, la diaspora congolaise se réunira devant l'ambassade du Congo pour exiger une enquête internationale et transparente sur le drame de Mpila. Et pour en parler avec nous, nous avons invité Raphaël Goma, président du Conseil de la diaspora congolaise pour la restauration de la démocratie. En France, 45 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche. L'abstention sera l'une des clés du scrutin où s'affrontent 10 candidats. Le premier tour de l'élection présidentielle promet un duel final. Hollande, Sarkozy, à en croire les sondages. Selon une étude, ce sont 23% des électeurs, soit entre 6 et 8 millions de Français, qui n'auraient pas encore choisi à quel candidat irait leur vote. Des centaines de jeunes se sont réunis mercredi à Djouba, au Sud-Soudan, à la place de la Liberté pour manifester leur soutien à l'armée sud-soudanaise lors de sa mainmise sur le territoire des Gliques, où se trouvent d'importantes ressources pétrolières, des ressources vitales pour le Nord, ce qui a déclenché la fureur du Soudan. Mais aujourd'hui, retournement de situation, à la suite des pressions internationales, le Sud-Soudan a opéré un retrait de ses forces armées dans cette région. L'objectif pour les Nations Unies est de maintenir le dialogue entre les frères ennemis. Mais jusqu'à quand, Linda Robert? Le secrétaire général du mouvement de libération du Soudan, Pagan Amoum, s'est exprimé lors d'un rassemblement pacifique. Il a insisté sur le fait que le Sud-Soudan cherchait avant tout la paix avec son voisin du Nord. Nous souhaitons adresser un message clair au gouvernement et au Congrès soudanais en leur disant que le Sud-Soudan a besoin de paix. Nous voulons dire aux Nations Unies et à toutes les nations du monde qu'après avoir obtenu l'indépendance, le Sud-Soudan désire vivre en paix avec ses voisins et les États du monde entier. Mais le Soudan devrait respecter les propriétaires des terres du Sud. Les deux États doivent encore arriver à un compromis sur le partage des revenus pétroliers et la démarcation de territoires stratégiques. L'ONU a réitéré ses appels au calme et à la retenue. Mais pour la population sud-soudanaise, seul compte la fibre patriotique. Nous ne voulons pas combattre s'il y a des personnes qui veulent nous affronter. Nous devons combattre pour nous défendre les uns les autres. La liberté, on ne l'obtient pas sur un plateau d'argent. Nous devons prendre des risques. Les gens devront mourir pour acquérir leur liberté, comme nous avons arraché notre indépendance. 2 millions de personnes sont mortes pour que nous l'obtenions. C'est le prix que nous devons payer. La communauté internationale a multiplié les interventions pour l'évacuation des Gliques. Évacuation obtenue avec la coopération du Sud-Soudan, qui cependant ne résout pas la crise car les litiges restent nombreux. L'OCDH, l'Observatoire congolais des droits de l'homme, s'inquiète des conditions dans lesquelles est menée l'enquête sur les explosions meurtrières du dépôt d'armement et de munitions de Mpila le 4 mars dernier. Il y avait eu plus de 280 morts selon le bilan officiel. Le drame de Mpila s'est soldé par 298 morts, 3132 blessés, plus de 100 000 personnes sinistrées, des millions de maisons ravagées, des quartiers entiers devenus inhabitables. L'organisation entend dénoncer l'opacité dans laquelle se dérouleraient les investigations. Et justement en France, une manifestation aura lieu demain devant l'ambassade du Congo à Paris pour dénoncer d'une part des violations massives des droits de l'homme, le musellement des partis politiques, de l'opposition, les brimades des journalistes et puis interpeller les autorités françaises sur la gouvernance du président congolais Denis Sassou Nguesso. Et pour en parler avec nous, nous recevons dans le studio Raphaël Goma. Bonsoir, vous êtes le président du Conseil de la diaspora congolaise pour la restauration de la démocratie. Merci beaucoup Raphaël Goma d'avoir accepté notre invitation. Merci Patricia de m'avoir invité à votre émission. Oui, alors première question, Monsieur Goma, comment avez-vous vécu justement en tant que Congolais ce drame de Mpila ? Oui, je dirais que c'était un déchirement dans ma chair profonde.
Parce que quand les événements se produisent, je suis réveillé par des compatriotes qui me disent qu'il se passe quelque chose à Brazzaville, mais dont on ne sait pas quoi. Et puis, quelques instants après, on apprendra laconiquement par des responsables politiques qu'il y avait un accident et qu'il y aurait quelques blessés légers. Et voilà. En fait, le drame était tellement complexe qu'ils se sont ravisés plus tard pour dire qu'effectivement, il y avait beaucoup de morts. Mais ils n'ont jamais communiqué réellement sur, disons, le nombre exact des morts. Et bien sûr, dans la précipitation, quand il fait, c'est de mettre en place une commission d'enquête, mais en fait qui n'est que juge et partie. Permettez-moi d'abord, d'ailleurs, d'exprimer ma compassion et ma solidarité à l'égard des victimes, mais aussi de m'incliner devant la mémoire des disparus. Dans un mail largement diffusé, un collectif de partis politiques et d'associations, dont votre mouvement, exige une enquête internationale sur les explosions du 4 mars. Alors cela signifie que vous ne croyez pas en la version officielle de l'accident? Bien sûr que non. On ne peut pas croire en la version, disons, accidentelle, et d'autant plus que le gouvernement de Brazzaville, qui pensait que c'était un accident, n'y croit plus. C'est pour cela que nous exigeons une commission d'enquête internationale dans laquelle seront bien sûr mêlés aussi bien l'opposition intérieure donc de Brazzaville que bien sûr les organisations de la société civile. Parce qu'on ne peut pas laisser, bien sûr, le gouvernement congolais seul à mener cette enquête-là. C'est juste pour brouiller les pistes. Alors, vous exigez justement le départ du président congolais, Denis Sassou Nguesso. On a l'impression que vous profitez du drame des Brazzavillois. Justement, est-ce que c'est pas pour régler vos comptes avec le président congolais, Denis Sassou Nguesso? Non, nous ne cherchons pas à régler les comptes avec M. Denis Sassou Nguesso, d'autant plus que nous avons toujours manifesté notre désir de dialoguer avec le pouvoir. Nous avons appelé, souvenez-vous, en 2008, nous étions au Palais Bourbon, et avec le parrain, bien sûr, qui était mon ami Bruno Leroux, où nous demandions que le gouvernement congolais puisse, disons, initier un dialogue pour sortir de la crise, car le Congo est en crise depuis 1997. Donc, nous ne pouvons pas profiter de la situation, du drame, disons, que nous vivons pour demander le départ de M. Denis Sassou Nguesso. Alors, vous appelez justement la diaspora congolaise et peut-être les quelques ressortissants, à manifester ce samedi devant l'ambassade du Congo à Paris. Alors, qu'attendez-vous concrètement, à part les retombées médiatiques ? Oui, qu'est-ce que nous attendons effectivement? Nous voulons d'abord sensibiliser l'opinion nationale et internationale pour dire à l'opinion nationale que le peuple a le destin en main. Le peuple ne peut pas rester passif. Très longtemps, le peuple est resté passif parce que terrorisé. Le peuple vit dans une psychose des affres de la guerre de 1997. Mais il a le destin en main. C'est au peuple de choisir ses dirigeants. Et donc, c'est pour ça que nous disons, M. Sassou Nguesso et son système doivent rendre des comptes au peuple congolais. Mais, souvenez-vous, ils nous ont dit, quand ils ont mis en place la commission d'enquête, que dans 15 jours, on devait avoir des résultats. Oui. Mais 15 jours sont passés. À quoi assistons-on aujourd'hui? À des arrestations arbitraires. Et d'ailleurs, dans cette commission d'enquête, bien sûr, on extrait, disons, le pouvoir judiciaire n'y est pas. C'est juste, disons, des amis, que j'ai envie de dire, du pouvoir qui diligentent l'enquête. Et c'est une enquête qui n'est pas vraiment, je dirais, conforme aux normes internationales et vis-à-vis de la catastrophe qu'a vécu notre pays et que les Congolais continuent de vivre, car il y a des effets collatéraux, il y a encore des morts. Même si on nous annonce 282 morts, oui, mais il y en a plus que cela. Merci beaucoup Raphaël Goma, merci d'être intervenu, de nous parler justement de ce drame de Mpila. Vous êtes, je rappelle, le président du Conseil de la diaspora congolaise pour la restauration de la démocratie. Merci. Merci Patricia. En France, dernier virage. Pour le premier tour de l'élection présidentielle, à 48 heures du scrutin, François Hollande joue déjà les cartes du rassemblement du second tour, alors que son rival, Nicolas Sarkozy, continue de marteler son message en attendant le verdict des urnes dimanche soir. L'heure n'est plus au meeting. Paterne Goulou.
Dernière poignée de main, dernière consigne, les candidats à l'élection présidentielle abordent le dernier virage du premier tour. À 48 heures du scrutin, François Hollande se voit déjà en haut de l'affiche. Le candidat socialiste a déclaré vouloir réconcilier les Français autour de son projet. Aussi haute soit la gauche au soir du premier tour, et je souhaite que la candidature que je porte soit au plus haut niveau possible, il faudra s'adresser à d'autres électeurs pour faire une majorité. Et donc j'aurai à les convaincre que le chemin que je propose est celui d'une réconciliation des Français sur une cause qui nous élève tous, et notamment celle du redressement du pays, de la justice et de la place de la jeunesse. De son côté, Nicolas Sarkozy ne veut pas croire aux sondages qui lui sont défavorables. Le candidat de l'Union pour le mouvement populaire estime que seul le vote des Français compte. Et pour se faire entendre, il continue de marteler son message. Le vote pour Jean-Marie Le Pen, ça a bien servi François Mitterrand pendant 2 septennats. Eh bien, le vote pour Marine Le Pen, ça servira François Hollande. Voilà ce dont je ne veux pas. Le temps des meetings et des discours étant arrivé à terme, les candidats deviennent désormais à faune le temps d'un week-end. Le rendez-vous est donc pris pour le dimanche soir où le dernier mot reviendra aux urnes. Justement, la campagne prend fin ce soir dès minuit. Alors nous sommes allés dans les rues de Paris pour savoir ce que les Français ont pensé de cette campagne du premier tour. Ennuyeuse ou encore décevante, peu de Français ont été convaincus par la campagne. Moïse Moukoro. Grand meeting, débat, contre-attaque. Durant ces premiers tours, les candidats n'ont eu qu'un seul objectif, aller à la rencontre des électeurs pour convaincre. Malgré ces grandes mobilisations, peu de Français se disent convaincus par la campagne. Beaucoup jugent en effet la campagne ennuyeuse et surmédiatisée. Certains n'hésitent pas à s'attaquer aux médias. Beaucoup trop médiatisé en fait, il y avait beaucoup trop de choses dessus et que du coup on ne savait plus trop qui pensait quoi. C'est les médias qui nous parlent en direct, qui orchestrent un peu tout ça. Selon d'autres, les vraies questions ont été occultées durant la campagne. Les sujets essentiels pour notre pays n'étaient pas traités. Le fait que la France doit jouer un rôle et reconsidérer son rôle dans la mondialisation, ça n'a pas été traité. Et certains qui ne manquent pas d'humour font dans l'ironie. Une dizaine de candidats, des petits candidats qui ne feront pas plus de 1%. Et on se pose tous la question de savoir pourquoi ils se présentent. Mais tout le monde n'a pas eu l'impression d'avoir assisté à une campagne décevante. Déçu, non, parce que la politique, c'est toujours des petites phrases, et toujours des buzz, et toujours des clashs. Ça ressemble plus à une bataille de basse-cour qu'autre chose. À partir de ce soir, plus de meetings, plus de campagnes, un moment de répit pour les candidats certes, mais également pour tous les Français qui dès dimanche matin devront exprimer leurs opinions autrement. Dans le cadre du 12e forum de l'Association for Women in Development, AWID, qui se tient à Istanbul, en Turquie, jusqu'à dimanche, le réseau Genre en Action mobilise une trentaine d'associations francophones pour porter 11 activités parallèles, croiser les regards des femmes ou féministes, francophones, anglophones, hispanophones, lusophones, demeure encore un défi à relever dans la lutte pour l'égalité des genres. Et le thème de cette rencontre, transformation du pouvoir économique pour faire avancer les droits des femmes et la justice. Eh bien, je vous propose d'écouter les réactions de quelques intervenantes qui luttent pour les droits des femmes. Il est très important que nous nous mettions plus en réseau avec nos sœurs du Nord, que nous travaillions beaucoup plus ensemble. Nous sommes un pays issu des régions où il y a eu les printemps, les fameux printemps et transitions arabes. Et pour nous, c'était important de venir échanger avec nos sœurs du monde sur les nouvelles dimensions, les nouveaux paramètres qu'il faut prendre en considération dans nos revendications, disons, féministes. Le genre en action, c'est l'occasion de renforcer nos capacités, par exemple sur l'Internet par rapport à nos activités militantes, comment se donner de la visibilité, comment utiliser certains outils de communication, mais aussi de réfléchir sur la relation homme-femme par rapport à la macroéconomie, l'autonomisation des femmes, et puis une grosse couverture médiatique. Nous arrivons au terme de cette édition. Je vous rappelle la principale information. En France, 45 millions d'électeurs sont appelés aux urnes dimanche. L'abstention sera l'une des clés du scrutin où s'affrontent 10 candidats. À 3 jours du premier tour de l'élection présidentielle, les principaux candidats redoublent d'efforts pour séduire les indécis qui semblent plus nombreux qu'à l'habitude pour ce scrutin présidentiel. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette édition. Prochain rendez-vous avec l'info, c'est demain avec le JT du week-end tout en images. Et puis dès lundi, vous retrouverez Nidia Paliakara à cette même
deuxième place à 21h. Vos programmes continuent. Tout de suite, le JT Sport animé par Ahmed Parezo. Bon week-end et reposez-vous bien.